Kinshasa a accueilli le 10e sommet de chefs d'État et de gouvernement des pays signataires du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Félix Tshisekedi a pris officiellement le bâton de commandement en remplacement de son homologue de l'Ouganda, Yoweri Museveni. La cérémonie s'est tenue au Palais de la Nation. Lutte contre la faim, le général-major Kasongo Kabwik, commandant du service national, vient d'ériger son quartier général au Congo central dans le site Lovo pour la récolte de la saison A 2021-2022 de maïs. Et puis crise en Ukraine, des tirs d'artillerie ont été entendus ce jeudi dans les grandes villes de l'Ukraine. La menace vient de la Russie. Les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN et la France condamnent la Russie et la menace des lourdes sanctions. Très heureuse de vous informer, c'est en marge du 10e sommet auquel ont pris part la majorité des présidents des pays frontaliers de la République démocratique du Congo ainsi que les représentants de l'Union africaine, de l'ONU et de la SADC que la cérémonie de passation de pouvoir entre le président ougandais et Félix Tshisekedi ont eu lieu, signée principalement par les pays limitrophes de la RDC. L'accord cadre d'Addis Abeba poursuit la mission d'assurer la paix dans la sous-région, mission qu'il ne parvient toujours pas à assurer à cause des agendas cachés de certains pays signataires. L'organisation tardive de la 10e réunion à Kinshasa est justifiée par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Au total, 13 pays sont signataires de l'accord cadre pour la paix et la stabilité en RDC. Visite de travail du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Eh bien, il a échangé avec le secrétaire, plutôt, il a reçu l'Union sacrée de la Nation. Images et commentaires. Après ces échanges dans le cadre institutionnel, notamment avec les bureaux de deux chambres du Parlement, Jean-Pierre Lacroix a consacré une partie de la soirée du mercredi à la délégation de l'Union sacrée de la Nation, représentée par les grandes composantes de cette plateforme soutenant la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit notamment de la FDC, de l'UDPS, du MLC, du PALU et de l'ensemble. Les échanges ont tourné autour du processus électoral, la paix dans l'Est du pays. Au nom de la majorité au pouvoir, Modeste Batilukwebo a réaffirmé la volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Nous avons préféré d'abord l'écouter parce que, comme vous le savez, nous sommes très préoccupés sécuritaire à l'est de notre pays. Nous sommes aussi préoccupés par les questions de développement, mais aussi le processus électoral. Nous avons tenu à affirmer que le chef de l'État, notre chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est résolument engagé pour que l'on puisse organiser effectivement les élections dans le délai, c'est-à-dire d'ici 2023. Mais également, il tient à ce que l'Est du pays, comme tout le pays tout entier, soit pacifié. D'où nous saluons l'apport de tous les partenaires extérieurs qui peuvent également venir se joindre aux efforts internes pour que nous arrivions à cette paix durable sans laquelle rien ne pourra être fait pour répondre aux attentes de nos populations. Jean-Pierre Lacroix a consulté presque toutes les couches de la société congolaise. Et après avoir été reçu par le chef de l'État, vous l'avez compris, il a entamé les échanges avec la classe politique, notamment la délégation du Front commun pour le Congo, conduite par le secrétaire permanent du PPRD, Ramazani Shadari. Plusieurs questions ont été évoquées, notamment la sécurité et l'organisation des élections. Le camp de Joseph Kabila affirme sa volonté d'aller aux élections, mais avec une CENI recomposée. C'était un échange fructueux entre le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations et maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, et la délégation du Front commun pour le Congo, conduite par le secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, Emmanuel Ramazani Shadari. Les discussions ont tourné autour des élections, la sécurité
et le social. Ce qui se passe par rapport à la CENI et à l'ensemble du processus électoral. Nous avons parlé de toutes les questions qui traitent des droits humains, des libertés, de restrictions de mouvement, de musulmans. Et nous avons également, en troisième position, parlé de la sécurité. La sécurité, particulièrement à l'Est, avec l'état de siège et la dégradation de la situation au niveau de l'Est de la République. Mais également, nous avons évoqué la question relative à la sécurité sociale. S'agissant du processus électoral, le camp de Joseph Kabila affirme sa volonté d'aller aux élections, mais pose des préalables. Mais élections dans le délai, avec une CENI recomposée, une CENI consensuelle, parce que pour le moment, nous considérons que nous ne sommes pas représentés au niveau de la CENI, alors que pour aller aux élections, toutes les forces politiques doivent être présentes au niveau de la CENI. Avant Kinshasa, le secrétaire général adjoint des Nations Unies est passé par Goma au Nord Kivu, Bunia en Ituri et dans plusieurs autres contrées de la partie est de la République démocratique du Congo. Lutte contre la faim au sein des FARDC, la culture de la saison A 2021-2022, les maïs des champs de Lovo du service national du site du Congo central sont prêts pour la récolte. Le général-major Kasongo Kabwik, commandant du service national, vient d'ériger son quartier général sur place jusqu'à la fin de la récolte. La revanche du sol sur les sous-sols, cette vision imprimée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est traduite en acte au centre du service national de Lovo, au Congo central, par les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Pour la saison A 2021-2022, les champs de maïs étalés sur des centaines d'hectares sont prêts à livrer leurs secrets. Il ne reste que la récolte. Je suis en train de mettre en œuvre la vision de quelqu'un. Et moi, en tant que commandant de service national, j'ai maintenant cette obligation de transformer cela en réalité, de matérialiser. Et pour moi, ce qui me concerne en tant que militaire, c'est un ordre. Ce sont les instructions que je reçois du commandant suprême que je dois exécuter. Sur d'autres blocs, comme c'est le cas ici, les travaux de labour suivis du semis ont démarré pour la phase B de cette saison culturelle. Compte tenu du climat qu'il y a dans cette zone, nous avons la possibilité de faire sur une année 2 fois la culture de maïs. La saison A est celle qui est comprise entre la période, disons au mois de septembre jusqu'au mois passé. Nous commençons encore le semis au mois de février pour récolter encore une fois de plus au mois de mai. C'est là qu'on dit saison B. Jean-Pierre Kasongo Kabwik a décidé d'établir son quartier général à Lovo jusqu'à la fin de la récolte de maïs. Matata Pogno Mapon, d'un bidonville à la primature, parcours remarquable d'un homme politique. C'est l'intitulé du livre du Premier ministre honoraire dont le vernissage a eu lieu ce jeudi. Matata Pogno, d'un bidonville à la primature, parcours remarquable d'un homme politique. C'est un ouvrage biographique de l'écrivain et journaliste Chitenge Lubabo, qui retrace l'enfance, la vie et le combat d'Augustin Matata Pogno. Qu'il était nécessaire qu'il écrive ces livres que nous présentons aujourd'hui parce que, dit-il, la jeunesse a besoin de modèles. Cet ouvrage de 220 pages réparti en 3 parties a été baptisé en présence de plusieurs personnalités du pays. Dans la vie, précède toujours la gloire. Le contenu de cet ouvrage doit interpeller les jeunes à ne pas perdre espoir et surtout à travailler. Ça doit inspirer notre société, une société aujourd'hui qui est dépourvue de valeurs, on va dire intellectuelles, de science et de la recherche. Et Matata rappelle à chaque fois qu'il faut passer par l'écriture. Et c'est grâce à cette valeur qui est en fait gravée dans ces gènes qu'il est descendu du piédestal du pouvoir dans l'humilité la plus totale et sans aucune folie. C'est un message qui stimule, c'est un appel au travail, c'est un appel à faire confiance en soi
c'est un modèle qui demande à la jeunesse, qui demande à nous tous d'ailleurs de pouvoir avoir une discipline par rapport aux objectifs que nous pouvons atteindre. Matata Pogno, d'un bidonville à la primature, c'est l'histoire hors du commun que l'auteur raconte dans cet ouvrage afin d'aider la génération et ceux qui sont au service de leurs concitoyens à ne jamais abandonner. Et dans l'objectif de faire connaître le travail abattu par l'IGF, une série d'échanges citoyens est organisée par ce service. Et pour cette 3e journée, ce sont les artistes musiciens, comédiens qui étaient à l'honneur. Après échange, ils sont sortis édifiés. Plusieurs artistes musiciens, comédiens, peintres ont répondu présents à la 3e journée d'échanges citoyens organisée par l'Inspection générale des finances. Après les enseignants, cette fois-ci, ce sont ces artistes qui sont venus comprendre ici la mission de l'Inspection générale des finances. Et c'est l'inspecteur des finances, chef de service Jules Alinguete et son staff qui explique le bien fondé du travail abattu par son service et surtout en combattant les antivaleurs et les fossoyeurs des finances publiques. Pour combattre la corruption et les détournements, il y a un élément important, c'est tout d'abord une volonté politique. Lorsque vous avez une classe dirigeante corrompue, vous ne saurez jamais faire le travail de la lutte contre la corruption. Les artistes ne sont pas restés indifférents, se disent satisfaits de ce que l'IGF est en train de mener comme travail. Je suis content. En fait, la lutte contre la corruption, ce n'est pas des mots légers. C'est toute une vie, c'est toute, comment on peut dire, c'est quoi sacerdoce. Donc, peut-être quand on en parle comme ça, on croit que c'est facile. L'inspecteur a dit que c'est très important parce que j'ai dirigé une institution qui forme des artistes visuels, qui sont des personnes aussi qui participent de manière régulière à une campagne de vulgarisation des différentes causes. Comme la dernière fois, nous l'avons fait avec la Covid-19. Cette fois-ci, nous allons devoir le faire pour appeler au civisme fiscal. Certaines couches sociales et autres professions disent attendre qu'elles soient aussi invitées à ces journées d'échanges citoyens organisées par l'Inspection générale des finances. Dans l'actualité également, le gouverneur de la ville de Kinshasa a pris part ce jeudi à la conférence des bailleurs pour la mise en œuvre du plan directeur des transports de Kinshasa, PDTK, devant plusieurs participants, dont quelques membres du gouvernement central, des représentants des organismes internationaux, des agences gouvernementales de développement comme JICA. Le chef de l'exécutif provincial a relevé l'importance pour la ville de Kinshasa de se doter d'un plan directeur de transport adapté aux réalités du moment. Avec une population estimée à environ 15 millions d'habitants, la ville de Kinshasa est confrontée à d'importants défis liés à son développement démographique, économique, social et des infrastructures, notamment le logement, les transports et bien d'autres. Gentini Ngobila a fait savoir à l'assistance que la ville-province de Kinshasa s'est dotée depuis août 2015 d'un document de planification générale nommé « Schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise » assorti d'un plan particulier d'aménagement de la zone nord approuvé par l'Assemblée provinciale. Les SOSA constituent un cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles sur les thèmes de l'habitat, de la mobilité, des équipements structurants. Prenant la parole à son tour, l'ambassadeur japonais Hiroyuki Minami a expliqué que la coopération japonaise à travers la JICA existe entre la RDC et son pays depuis bien longtemps. Son assistance à déploiement d'un plan directeur des transports urbains. Au cours de cette conférence qui sera suivie d'une table ronde, la levée des fonds estimée à plus de 30 millions de dollars américains pour couvrir l'ensemble de la mise en œuvre de ce plan va connaître un apport considérable du Japon. Ainsi, à l'horizon 2040, la configuration du secteur de transport dans la ville de Kinshasa aura subi une cure de modernité adaptée aux réalités démographiques et économiques.
Élection de gouverneur, on en parle encore malgré le report. Le député provincial Hubert Kindanda Kishabongo appelle la population du Maniema à la cohésion et à l'unité en vue de matérialiser la vision du chef de l'État. Appel lancé mercredi lors du dépôt de sa candidature en tant que ticket de l'Union sacrée de la nation au poste de gouverneur de la province du Maniema. Hubert Kindanda Kishabongo, député provincial élu de la circonscription électorale de Kasongo, et Chouma Yafari Bernard sont respectivement candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Maniema, accompagnés d'une foule immense et constituée par plusieurs cadres et militants des partis et regroupements politiques de l'USN. Sétuké de l'Union sacrée de la nation dans la province du Maniema a déposé sa candidature ce mercredi 23 février 2022 au bureau de réception et traitement des candidatures BRTC Maniema. Ici, Hubert Kindanda Kishabongo en a profité pour appeler à la cohésion et l'unité de la population de la province du Maniema en promettant de rapprocher toutes les couches. Pour moi, je n'ai pas de commentaires à faire. C'est de remercier d'abord la hiérarchie parce qu'ils nous ont fait confiance. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur, parce que les conditions qu'ils ont eues à soulever m'ont choisi. Et moi, à mon tour, je crois que la priorité, c'est la cohésion. C'est l'union, c'est de travailler dans la vision du chef de l'État, Fatou Béton. Pour le reste, nous devons éviter des conflits, nous devons éviter la divergence et nous devons marcher ensemble. Tout en remerciant la hiérarchie de l'Union sacrée de la nation pour les choix portés sur sa personne, le candidat gouverneur Hubert Kindanda Kishabongo promet de travailler en collaboration avec tous les partis politiques de l'USN et promet de ne jamais trahir le chef de l'État. Rappelons que Hubert Kindanda Kishabongo est du regroupement politique AABC, tandis que son colistier est de l'AFDCA. Et après ce dépôt de candidature au Maniema, déjà les violons ne s'accordent pas sur le ticket de l'Union sacrée. La candidature de Hubert Kindanda a suscité une vive tension au sein de la famille politique présidentielle qui dénonce un complot qui serait organisé pour déstabiliser la paix dans la province. 3 fédérations de l'Union pour la démocratie et le progrès social dans la province du Maniema mettent en garde tout candidat à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs qui se fera passer pour un ticket de l'Union sacrée de la nation. Le parti présidentiel réagit ainsi à la confusion qui a régné dans la ville de Kindu après le dépôt de la candidature du député provincial Hubert Kindanda. Notre soutien indéfectible et conditionnel à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui fait de l'État des droits son cheval de bataille. Affirmons notre soutien à la hiérarchie de l'IDPS Tshisekedi sous le haut patronage du secrétaire général Augustin Kabouya. Dénonçons le complot tant national que provincial, politiciens en manque de positionnement du Maniema, s'infiltrant dans l'Union sacrée en cherchant à piétiner la vision du chef de l'État afin de reprendre le contrôle de la province du Maniema et continuer à paupériser la population de la province. Demandons à la population et aux forces vives de la province du Maniema de rester sereines et vigilantes derrière les combattants Afani Idrissa Mangala, gouverneur incontournable de la province qui incarne la vision du chef de l'État. Dans une déclaration faite ce jeudi 24 février, à l'issue d'une caravane de protestation, la base du parti de feu Étienne Tshisekedi au Maniema dénonce un complot contre l'UDPS et le président de la République Félix Tshisekedi par les anciens caciques du FCC qui se sont infiltrés au sein de l'Union sacrée de la nation. Pendant ce temps, Nord Kivu, le vice-gouverneur de province, le général Romy Ekouka, a inauguré le nouveau bâtiment administratif du village Bungamba 1, situé dans le groupement Munigi, en territoire de Nyiragongo, construit par le député national élu de ce territoire, Mutuele Moro Mutuel, et la population de ce village à hauteur de 28 000 $ américains. Pacheco Kavundaba. Voici l'image du bureau administratif dans lequel fonctionnait le village Bungamba 1 dans les territoires de Nyiragongo, un groupement de Munigi. Mais grâce à son esprit d'écoute et du bien-être social de sa base, le député national Muteule Moro, élu de ce territoire, a jugé mieux de toucher dans ses poches et doter ce village d'un bureau moderne, comme vous pouvez le constater. C'est dans ce cadre que le vice-gouverneur policier du Nord Kivu est venu personnellement présider cette cérémonie d'inauguration. Il s'agit d'une réponse à la promesse électorale faite en 2018 par Muteule Moro au chef de village Bungamba 1. Le président de la République
Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo prône pour le développement à partir de la base, tout en mettant au centre la personne. Nous sommes dans cette vision-là. Je crois que ça ne sera pas la première édifice à construire. Nous allons nous emprunter les mots de son Excellence Monsieur le vice-gouverneur militaire et je crois et je le promets, nous allons inaugurer au mois de mai un autre bâtisse comme celui-là. Au nom de la population du territoire de Nyiragongo, l'administrateur du territoire et les chefs de groupement de Munigi ad intérim ont félicité le député national Muteule Moro pour la réalisation de cette œuvre. Le vice-gouverneur policier a également félicité le député Moro pour avoir construit ce bâtiment et a demandé aux habitants de Nyiragongo de suivre son exemple. Nous avons maintenant quelque chose de dur où nous pouvons travailler, où nous pouvons dire que l'autorité de l'État a été rétablie. Signalons que le temps le plus fort de cette cérémonie a été la coupure du ruban par l'autorité provinciale et la visite guidée des locaux. Alors vous avez tous corrigé avec moi, c'est Muteule Moro. On reste dans le Nord Kivu où la délégation des boxeurs du Nord Kivu, sacré champion catégorie moyenne, 3 médailles lors de la 30e édition du championnat de boxe tenu. Et bien sûr, ce championnat de boxe tenu récemment à Kinshasa a regagné la ville de Goma ce jeudi. Eh bien, bloqué pendant 3 semaines dans la capitale congolaise faute de moyens, ces sportifs ont finalement regagné leur chef-lieu du Nord Kivu grâce à la prise en charge du député national Patrick Munyoni. C'est après avoir participé à la 30e édition du championnat national de boxe tenu du 25 au 30 janvier dernier, où les boxeurs du Nord Kivu se sont bien distingués, que la délégation du Nord Kivu a pu regagner la ville de Goma, bloquée pendant plusieurs jours dans la capitale congolaise faute d'une prise en charge. C'est le député national élu de Goma Patrick Munyomo qui a pu décanter la situation. Ce dernier qui avait reçu ses athlètes à Kinshasa a payé les billets de ses boxeurs, d'où un motif de satisfaction pour le président de la Ligue de boxe du Nord Kivu, Florimond Matabishi. Nous sommes allés à Kinshasa pour le championnat national de boxe. Voilà, nous rentrons avec nos médailles. Nous venons de faire 1 mois à Kinshasa et l'honorable Patrick Munyomo a été toujours avec nous et nous a soutenus jusqu'à ce qu'il nous a même payé les billets de retour. C'est Patrick Munyomo qui a débloqué toute la situation parce que nous étions bloqués, ça faisait déjà 3 semaines qu'on a terminé le championnat. Mais l'honorable Patrick Munyomo nous a pris, il nous a soutenus tous les séjours et les billets de retour. Vraiment disons merci à Patrick Munyomo qui vraiment s'occupe de sa base. Lors de cette 30e édition du championnat national de boxe, la province du Nord Kivu avait gagné 2 médailles en bronze et 1 en or. Cela a été rendu possible aussi grâce aux personnes de bonne volonté qui ont accepté d'accompagner les représentants du Nord Kivu, cas du député national Patrick Munyomo. Poursuivant son séjour dans le Lualaba, le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakumbi, a visité plusieurs bureaux des divisions provinciales et ceux des titres immobiliers afin d'encourager les agents de ce service de l'État qui l'accompagnent dans la mission lui assignée par le chef de l'État. 24 heures après son arrivée à Kolosi, le ministre national des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakumbi, accompagné du commissaire général du gouvernement provincial en charge des affaires foncières, a effectué une visite d'inspection des bureaux des divisions provinciales du cadastre et ceux des titres immobiliers Kolosi 1 et 2. Le patron des affaires foncières en République démocratique du Congo a palpé du doigt le fonctionnement de ces services de l'État qui l'accompagnent dans l'accomplissement de la mission lui assignée par le gouvernement central. Devant les agents, Molendo Sakumbi a félicité les responsables du cadastre et des titres immobiliers pour la modernisation des infrastructures et leur prouesse de la maximisation des recettes. Nonobstant ces performances, il les a invités à redoubler d'efforts afin de générer davantage de recettes. Je crois qu'il y a quand même un changement, il faut le reconnaître, depuis ma dernière visite qui date de décembre 2019. Je voudrais donc remercier l'autorité provinciale. Partout où je vais, je dis toujours la même chose. Quand vous lésez quelqu'un, vous le dépossédez de son bien.
qu'est-ce que vous allez faire avec cette corruption? Vous allez nourrir vos enfants, les faire étudier. Ça va vous poursuivre de génération en génération. Donc la balle est vraiment dans votre camp. Il faut mobiliser davantage les recettes. Après cette étape, le ministre Sakombi a présidé une séance de travail avec les cadres de commandement de son administration dans la salle de conférence de l'hôtel Moon Palace. Et à l'Équateur, le programme d'électrification de la ville de Mbandaka, initié par le gouvernement central, est en marche. La main-d'œuvre est de l'entreprise West Énergie Solaire et Eau. Le programme vise à éclairer les bâtiments publics, les grandes artères de la ville, ainsi que l'aéroport de Mbandaka. On écoute l'ingénieur Chiyoyo, chef d'équipe des techniciens de l'entreprise West Énergie. Dans le cadre du projet d'électrification et d'éclairage public de la ville de Mbandaka, comme premier site, on a électrifié le bâtiment administratif du gouvernement. Comme vous pouvez le constater, cela a été fait par l'entreprise West Energy, dont je suis l'ingénieur de projet. Donc ici, on a installé un système de 30 kWh. 30 kWh, ça veut dire 3 batteries de 10 kWh chacune, comme vous pouvez le constater. Ce sont des batteries au lithium, batteries intelligentes nouvelle génération. Et on a 2 onduleurs de 5 kVA chacun couplés en parallèle, ce qui font un total de 10 kVA pour prendre en charge tout le bloc qui abrite les bureaux du gouverneur. La principale innovation, c'est que, on est habitué avec des batteries au gel, batteries AGM, mais ici l'innovation majeure, c'est qu'on utilise des batteries au lithium qui ont une durée de vie très grande, de l'ordre de 8 à 10 ans. Donc avec ce système, vous êtes garanti 24 heures sur 24 avec l'énergie et sans aucune interruption. Nous avons fait, comme je l'avais dit, le gouvernorat, ici bâtiment administratif. Nous avons fait l'assemblée provinciale. Nous avons fait la résidence du vice-gouverneur. Nous avons aussi fait l'hôpital général de référence de Ouangata. Donc il nous reste quelques autres sites, je pense 3, et vous le saurez d'ici là quand nous les aurons entamés. Alors, la continuité du projet vise aussi à éclairer certaines artères principales de la ville de Mbandaka. Cette fois-ci, du 21 au 24 avril en cours, les spécialistes en gynécologie obstétrique de la RDC se sont réunis à Kinshasa pour échanger et élaborer un plan stratégique de développement 2022-2026. La mortalité maternelle et néonatale est l'un des points abordés au cours de cet atelier avec l'appui des différents partenaires dont l'organisation internationale IPAS. Pendant 4 jours, les membres de la Société gynécologie obstétrique ont passé en revue la mise en œuvre du plan stratégique de développement 2016-2020 et élaboré le plan stratégique 2022-2026. Nous sommes simplement posé quelques questions. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec notre association? Où est-ce que nous voulons aller? Aux côtés des experts nationaux en planification, les participants venus des 4 régions de la SCOGO ont évoqué les objectifs de développement durable, échangé avec le partenaire dont l'organisation internationale AIPAS pour définir la collaboration. La SCOGO doit maintenir les hauts niveaux de la connaissance de la gynécologie obstétrique afin de lutter notamment contre les cancers gynécologiques et les décès maternels et néonatals. Il faut augmenter le nombre de gynécologues obstétriciens parce que tout le pays, nous n'avons que 200 à peu près et qui sont répartis la majorité ici à Kinshasa. La République démocratique du Congo, c'est actuellement 800 décès sur 100 000 naissances. C'est alarmant, mais il faut continuer à y travailler. Nous devons travailler en mettant de notre côté tout ce que nous avons comme moyens. Nous devons les mobiliser et faire en sorte que, avec nos propres moyens et l'aide de partenaires, nous puissions vraiment relever ce défi qui est celui de réduire les taux de mortalité maternelle et infantile dans notre pays. Notons que la Société congolaise de gynéco-obstétrique existe depuis plus de 25 ans et a toujours pour marraine la première dame de la République. La dynamique pour la sortie de crise de Lisanga Bonganga fait une déclaration ce jeudi en rapport avec la visite du couple royal belge annoncée au mois prochain. La DISOC juge inopportune cette visite qui, selon elle, profiterait seulement au chef de l'État et non à la population congolaise en général qui, jusque-là, attend le rapatriement des reliques de Lumumba. La DISOC constate
avec amertume que la visite du couple royal belge en ce moment dans notre pays s'inscrit dans le cadre d'une caution morale, d'un soutien politique du pouvoir de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Pour la DISOC, la visite en République démocratique du Congo du couple royal belge est malvenue. La DISOC estime que la visite du couple royal belge dans notre pays est non seulement inopportune, mais frise la provocation car elle ne répond pas aux attentes légitimes du peuple congolais meurtri, clochardisé, qui exige entre autres la sauvegarde de l'unité nationale et l'intégrité territoriale telle que prônée par la République démocratique du Congo dans les limites héritées de la colonisation belge. Et dans le cadre de ces vacances parlementaires, le député national Didier Kabampele a effectué une descente ce jeudi au quartier Mapela situé dans la commune de Massina. Sur place, l'élu de la Tchangou a offert un site agricole accompagné des engins aux femmes veuves de cette partie de la capitale. Nous sommes au quartier Mama Mapela dans la commune des Massina. C'est lui qu'on appelle affectueusement Papa Solution est venu rendre visite à sa base électorale, comme l'exige le principe parlementaire. Ce député national est venu récolter les désidératas de la population de sa circonscription électorale, précisément les femmes veuves, dans un site agricole mesuré à la hauteur de plus de 10 hectares. Merci mingi na mokonzambo kanabiso Fati Beton ndenge asungi biso na nzela ya honorable na biso Didier Kabapele. Sur place, il procède à la remise des râteaux, machettes et bêches afin qu'elles soient en mesure de nourrir leurs dépendants. Je suis très ravi parce que la vision de développement par la base que prend le chef de l'État, c'est à travers des actions comme ça. Vous voyez qu'ici, nous sommes dans le site Mapela où nous avons acheté plus de 10 hectares, mis à la disposition de ces mamans veuves, comme vous le remarquez là, pour travailler, n'est-ce pas, par leur sueur. Donc nous devons nous prendre en charge. Ça, c'est l'auto-prise en charge. Il ne faut pas tout attendre du gouvernement. Ces mamans ont compris et je suis venu justement les pousser, les booster à continuer dans cette vision de vraiment se prendre en charge pour supporter certaines charges de leur vie. Peu après, le parlementaire Didier Kabampele s'est dirigé dans la commune de Kimbanseke où il a remis une moto toute neuve au responsable de l'association dénommée Ensemble Tutunga Kimbanseke en présence de cette foule qui lui a réservé un accueil chaleureux. En dehors du continent, on parle de la crise Russie-Ukraine. Après l'échec des négociations, Moscou a déclenché une opération militaire à Kiev ce jeudi. Des tirs d'artillerie ont été entendus dans les grandes villes de l'Ukraine. Et bien sûr, tandis que la Chine a affirmé suivre de près la situation et refuse de parler d'invasion, alors que déjà les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN et la France continuent plutôt condamne la Russie et la menace de lourdes sanctions. Allez, venons en rappel des principaux titres. Kinshasa accueille le 10e sommet de chefs d'État et de gouvernement des pays signataires du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Félix Tshisekedi a pris officiellement le bâton de commandement en remplacement de son homologue de l'Ouganda, Yoweri Museveni. La cérémonie s'est tenue au Palais de la Nation. Lutte contre la faim, le général-major Kasongo Kabwik, commandant du service national, vient d'ériger son quartier général au Congo central dans le site Lovo pour la récolte de la saison A 2021-2022 de maïs.
crise en Ukraine. Des tirs d'artillerie ont été entendus ce jeudi dans les grandes villes de l'Ukraine. La menace vient de la Russie, les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN et la France condamnent la Russie et la menace des lourdes sanctions. C'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi et surtout très bonne suite de nos programmes. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.